Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazné, ou le Trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Khazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement.
À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg, le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Kazné, ou le trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie.
une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Kazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient, ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement. À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors, comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert.
Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg. Le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Un pas de plus dans la mauvaise direction, et les arbalètes libéreront leurs flèches. Si vous ouvrez la mauvaise porte, vous sombrerez dans une rivière de mercure. Il est presque impossible de sortir de ce lieu, mais s'y rendre est encore plus ardu. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'aventure sur quelques chasseurs de trésors. Il s'agit d'un véritable tombeau gigantesque, truffé de pièges et de ruisseaux de mercure toxique. Et il n'est pas niché au cœur de la jungle amazonienne, ni sur une île inconnue. Ce tombeau se trouve au centre de la Chine, à proximité de la ville de Xi'an. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Il a été édifié il y a plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ignorons toujours comment y pénétrer. Commençons toutefois par le commencement. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler de l'armée de terre cuite, des milliers de sculptures en argile représentant des humains. Elles furent découvertes pour la première fois en 1974, lorsqu'un groupe de paysans creusait des tranchées près de Xi'an. Ils mirent au jour une figure détaillée à taille humaine. Et ce n'était qu'une parmi 1000. Chaque sculpture fut réalisée avec le plus grand réalisme, chacune possédant des détails qui lui étaient propres. Plus de 50 ans se sont écoulés, et les scientifiques poursuivent l'exhumation de ces sculptures. Leur nombre a désormais dépassé 8000. Mais quelle est leur fonction? Ces statues de terre cuite gardent, en quelque sorte, le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Homme d'une influence considérable en Chine, il ne fut pas seulement enterré dans un simple mausolée. Ses serviteurs érigèrent un complexe funéraire de la taille d'une petite ville. Ainsi, si des milliers de gardes en argile protègent symboliquement le lieu, il est difficile d'imaginer ce qui se trouve au centre de ce tombeau ancien et colossal. Mais découvrons d'abord qui était Qin Shi Huang.
avant de nous pencher sur ces pièges périlleux. Il était le premier fils du souverain du royaume de Qin, l'un des 6 royaumes qui existaient alors sur le territoire de la Chine moderne. En 259 avant notre ère, à sa naissance, ces 6 royaumes demeuraient indépendants et séparés les uns des autres. De plus, un violent conflit les opposait depuis plus de 2 siècles. Qin Shi Huang s'avéra pourtant l'homme capable de conquérir et d'unifier tous ces royaumes. Il devint bien plus qu'un simple roi. Il fut le premier empereur de Chine. Mais comment parvint-il à accomplir l'impossible? Les catastrophes naturelles, une stratégie habile, des tactiques ingénieuses et ses propres compétences lui permirent de soumettre les 6 royaumes. Les spécialistes discutent encore de certains détails de cette réussite. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que Qin Shi Huang était un empereur d'une grande sagesse et d'une intelligence remarquable. Il n'est donc guère surprenant que son sépulcre se révèle si immense. Il fut enseveli dans le plus vaste et luxueux complexe funéraire de toute l'histoire de la Chine. Cette étendue, de la taille d'une petite ville, recèle de nombreuses cavernes souterraines, abritant tout ce dont un empereur pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Dans la Chine ancienne, tout comme en Égypte, on croyait que lorsqu'un empereur quittait ce monde, il pouvait emporter avec lui les biens enterrés à ses côtés. Malheureusement, cela pouvait parfois concerner des êtres humains. Qin Shi Huang, avec discernement et sagesse, choisit cependant de recourir à des statues d'argile. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que les architectes et les bâtisseurs de ce complexe l'ont rendu impénétrable. L'ensemble de la zone recèle d'innombrables secrets, artefacts historiques et objets d'une valeur inestimable. Au cœur de ce tombeau se dresse un somptueux palais abritant le corps de l'empereur. Imaginez combien de trésors y sont conservés. Tous étaient destinés à rester intacts et invisibles aux yeux des autres. Et il est fort probable que nous ne puissions jamais y accéder, du moins dans un avenir proche. L'ancien historien chinois, Sima Qian, évoqua ce tombeau environ un siècle après l'inhumation de l'empereur. Il écrivit que ce lieu recelait des pièges mortels, prêts à annihiler quiconque oserait pénétrer à l'intérieur. Les ingénieurs avaient installé des arbalètes chargées de flèches et répandu une immense quantité de mercure, simulant le cours des rivières. Bien sûr, cela remonte à 2000 ans, et les arbalètes ne fonctionnent probablement plus, mais le mercure, lui, demeure éternel. Métal toxique, brillant et fluide, il est fascinant à regarder, mais à ne jamais toucher. Même une minuscule goutte peut endommager votre corps. Inhalée ou ingérée, elle affecte les nerfs, le foie, les reins et provoque de nombreux autres symptômes. Et ce n'est qu'une goutte. Imaginez la dangerosité des rivières de cette substance. Qui peut savoir quelle quantité de mercure les bâtisseurs ont pu y déverser? Mais même si vous échappez à tous les pièges et évitez la rivière empoisonnée, le mercure peut encore vous nuire. Ces vapeurs traversent les fissures des murs, ce qui implique que l'ensemble du tombeau est probablement imprégné de ce métal. Et ce constat n'est pas une simple supposition. Les scientifiques ont mesuré le niveau de mercure sur le site de fouilles et l'ont trouvé bien supérieur à la normale. Pourquoi le mercure? Dans la Chine ancienne, il était perçu comme l'élixir de jouvence, la source de l'immortalité. D'après les archives, Qin Shi Huang prenait fréquemment des pilules contenant cet élément, ce qui pourrait expliquer que sa vie se soit achevée à l'âge de 49 ans. Dans tous les cas, les fouilles peuvent endommager les structures anciennes et les artefacts. Par exemple, les archéologues ont causé d'importants dégâts à la tombe de Toutankhamon lors de son exploration. On creuse le sol, et soudain l'entrée s'effondre, détruisant vases, parchemins, décorations intérieures et autres objets. Même en procédant avec soin, les inscriptions et dessins muraux peuvent être altérés par le soleil ou l'oxygène. Les lieux privés d'air frais et de rayons ultraviolets depuis des millénaires possèdent une composition chimique particulière et sont fragiles au contact du monde extérieur. Dans les années 1970, lors de l'excavation de l'armée de terre cuite, le pigment des peintures se détachait sous l'effet du soleil et de l'air. Heureusement, les archéologues s'adaptèrent rapidement et mirent au point une technique permettant d'extraire les statues sans altérer les peintures. Ce fut un processus long et méticuleux, mais nécessaire. Et voici pourquoi. Selon des écrits anciens, l'empereur avait créé un royaume souterrain, avec un somptueux palais en son centre.
Le plafond de ce palais était décoré de perles précieuses, simulant les étoiles dans le ciel nocturne. Et ce n'est que le plafond. Il est difficile d'imaginer la décoration des murs, du sol et du reste du tombeau. De plus, les scientifiques s'attendent à découvrir de nombreuses autres statues représentant les serviteurs de l'empereur. Ainsi, le tombeau de Saint Shehuang représente un véritable paradis pour archéologues et historiens. Pourtant, il faudra plus d'une génération avant de pouvoir extraire l'ensemble des trésors qu'il recèle. Certains experts estiment que l'exploration complète de ce vaste complexe pourrait s'étendre sur plusieurs siècles. Toutefois, les nouvelles technologies archéologiques sont susceptibles de tout transformer. Par exemple, les méthodes de recherche non invasives permettent d'observer le tombeau sans y pénétrer, grâce à des dispositifs spécialisés. Une autre approche consiste à utiliser les muons, produits subatomiques issus de la collision des rayons cosmiques avec les atomes de l'atmosphère terrestre, capables de traverser des objets solides comme le feraient des rayons X. Quant aux nanotechnologies, imaginez des millions de minuscules robots excavateurs s'engageant dans le tombeau, explorant et scannant méthodiquement chaque recoin, transmettant ensuite les informations à un ordinateur qui permet aux scientifiques de créer un modèle holographique fidèle du site. Tout cela paraît fascinant, mais pour être honnête, le charme de l'archéologie s'en trouve réduit. C'est une chose de déterrer soigneusement un artefact ancien de ses mains, de l'observer de près et de le nettoyer minutieusement après des siècles passés sous terre. Il en va tout autrement lorsque l'on se contente de scruter un écran d'ordinateur. Néanmoins, les technologies utilisant des muons ou des robots divers garantissent la sécurité des chercheurs. Il vaut infiniment mieux qu'un ordinateur tombe dans un piège que cela n'arrive à un archéologue. Il était une fois un phare si haut qu'on pouvait apercevoir son faisceau à 48 km de distance. Une tour mystérieuse qui était le symbole de la richesse et du génie de l'ingénierie. Faite de pierres si gigantesques et lourdes qu'elles nous laissent encore sans voix. Comment ont-ils fait ça? Elle a survécu à plusieurs tremblements de terre consécutifs jusqu'à s'effondrer au XIVe siècle. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues viennent de remonter 22 de ces blocs colossaux des fonds marins. Ils sont en train de reconstituer la tour pour que nous puissions à nouveau l'admirer et l'explorer. Mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Le phare d'Alexandrie n'était pas un phare parmi d'autres. C'était le phare des civilisations anciennes. L'une des merveilles du monde les plus durables. Construit vers 280 avant notre ère sur une petite île appelée Pharos, il culminait à environ 100 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est plus haut que la Statue de la Liberté, ou Big Ben. Toutefois, gardez à l'esprit qu'elle fut construite avant l'invention de la grue, de la poutre en acier et des amateurs de musculation. Et cela devient époustouflant. Pour les marins, apercevoir cette tour scintillante, c'était comme de voir enfin le panneau de sortie après des heures de conduite sur l'autoroute la plus dangereuse du monde. Le phare était un soulagement pour leurs yeux fatigués, car la légende dit que les eaux autour de Pharos étaient difficiles, pleines de récifs cachés extrêmement dangereux pour les navires. D'anciennes sources prétendent que sa construction a nécessité environ 12 ans, avec un coût avoisinant les 800 talents d'argent athéniens, une unité de poids antique proche de 26 kg. Cela signifie que quelqu'un a dû transporter des coffres contenant 23 tonnes de pièces de monnaie pour régler la note, sans chariot élévateur, très probablement à travers la mer. Incroyable. Le phare était tellement impressionnant que le mot « pharos » a fini par être utilisé pour désigner les phares dans tout un tas de langues. Sa structure suivait un design à 3 étages. Elle était carrée à la base, octogonale au milieu et cylindrique au sommet. Tout en haut, il y avait une statue, vraisemblablement de Zeus ou de Poséidon. L'extérieur du phare en calcaire blanc avait été poli avec un enduit attrape-soleil, de sorte qu'il brillait comme un phare même sans feu. La nuit, la situation changeait. Le bois était difficile à trouver en Égypte, donc le feu pouvait être alimenté par des fagots de racines de papyrus, voire de la naphte pour une flamme plus vive. Quel que soit le combustible, sa lueur était amplifiée par un miroir massif en bronze poli. Les miroirs en bronze étaient assez courants à l'époque. Ce n'est qu'à la Renaissance, bien après que le Pharos se soit effondré, que les miroirs recouverts de verre sont devenus la norme dans les phares européens. Pendant la journée, ce même miroir pouvait réfléchir la lumière du soleil, et la silhouette blanche éclatante de la tour, ainsi que la fumée s'élevant de son feu, aidaient les marins à trouver leur chemin. Alexandrie était l'un des ports les plus fréquentés du monde ancien, rempli de marchands, de voyageurs et de messagers,
Et son phare était son monument emblématique. Anecdote amusante. Si vous êtes fan de l'univers de Game of Thrones, vous avez certainement pensé à la Hightower de Villevieille. Certains fans spéculent que non seulement le phare fictif, mais la ville elle-même proviennent, par inspiration, d'Alexandrie. Et l'amour de George R.R. Martin pour les merveilles anciennes ne s'arrête pas là. Il y a aussi le titan de Braavos. L'auteur bien-aimé a confirmé le parallèle intentionnel avec le monumental colosse de Rhodes. Pendant plus de 1600 ans, le phare s'est dressé fièrement face au temps, aux tempêtes, aux guerres et aux intrigues, tout comme dans Game of Thrones. Mais il a finalement été défait par la nature elle-même. Malheureusement, une série de grands tremblements de terre, au cours du XIVe siècle, ont eu raison de lui, éparpillant ses pierres massives sur le fond marin. Pendant plus de 5 siècles, les vestiges du phare sont restés là, sous les vagues. Le tout se transformant essentiellement en un jardin de pierres submergées. Les plongeurs le savaient. Mais remonter des blocs de 60 tonnes est un travail de super-héros. Ou alors il faut une grue surpuissante. Et jusqu'à récemment, il était beaucoup plus sûr de laisser ces blocs là où ils étaient. Alexandrie est, encore aujourd'hui, un port animé, et n'est pas ce qu'on appelle un endroit très propice à l'archéologie délicate. Dans les années 1990, des archéologues ont commencé à cartographier toute la zone autour de l'île de Pharos. Ils ont trouvé des blocs de calcaire et de granit taillés avec précision, certains montrant encore des bords sculptés. Au fil du temps, plus de 100 pièces massives ont été cataloguées, y compris des morceaux de colonnes, de statues et de gigantesques blocs de construction qui ne pouvaient provenir que du phare. Finalement, en 2025, des équipes égyptiennes et françaises se sont associés et ont amené une super grue et une équipe de plongeurs. Lors d'une opération méticuleusement planifiée, ils ont remonté 22 dalles géantes du fond marin. Il y avait des éléments tels que des linteaux de porte, des dalles de seuil et un pylône mystérieux, supposé être une sorte de monument. Certains de ces blocs pèsent entre 70 et 80 tonnes, ce qui équivaut au poids de 20 éléphants africains. Ces énormes blocs de pierre sont sur la terre ferme pour la première fois depuis plus de 600 ans. Mais que va-t-il se passer maintenant? Les chercheurs s'apprêtent-ils vraiment à reconstruire le phare comme un gigantesque modèle Lego? Pas tout à fait. On ne peut pas simplement empiler des blocs vieux de plusieurs siècles comme ça. Pour commencer, personne n'est sûr à 100% de l'apparence exacte du phare d'Alexandrie. Oui, nous avons des dessins et des indices, notamment de petites images gravées sur des pièces romaines d'Alexandrie. Mais elles ressemblent plus à des croquis rapides d'artistes qu'à des plans détaillés. Impossible donc de s'en servir comme modèle. Et puis il y a le problème des pièces manquantes. Ces pierres récupérées ne représentent qu'une fraction de la structure originale. Au fil des siècles, une grande partie des matériaux du phare a été réutilisée. En fait, l'endroit où se dressait autrefois le phare abrite désormais la citadelle de Qaitbay, une forteresse construite directement sur ses anciennes fondations. Le fort n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi une attraction touristique et un repère alexandrin bien reconnaissable. Donc, non, Alexandrie ne va pas retrouver sa tour légendaire, du moins pas de cette manière. Au lieu de cela, ces pierres nouvellement récupérées sont destinées au laboratoire de conservation pour être étudiées. Des spécialistes vont nettoyer, stabiliser et documenter chaque rainure sculptée et chaque marque de burin. Plus tard, elles iront probablement dans un musée. Après tout, cela fait partie du trésor national. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons encore la technologie de notre côté et celle-ci nous promet de recréer un phare entièrement explorable, exactement comme il était il y a des siècles. Cette entreprise incroyable porte le nom de Projet Pharos, et sa mission est de transformer ces énormes pierres transportées, linteaux, seuils, dalles de base, et même le mystérieux pylône, en un jumeau numérique complet et visitable du phare d'Alexandrie. Chaque pièce bénéficie d'un scanner 3D haute résolution, rejoignant plus de 100 fragments déjà enregistrés sous l'eau. Le but n'est donc pas uniquement la recherche scientifique. Le projet Pharos vise à redonner au phare son aspect et son ambiance d'origine et à le transformer en musée. Les structures de 100 mètres de haut ont souvent beaucoup d'escaliers, mais la réalité virtuelle est, par chance, bien moins éprouvante pour mes pauvres vieux pieds. Les visiteurs du musée pourront se promener autour de sa base en réalité augmentée, tandis que les chercheurs pourront utiliser le modèle pour tester de nouvelles théories sur sa structure et sa fonction. Espérons que nous pourrons personnaliser notre propre atmosphère, tamiser les lumières et examiner les murs comme dans un jeu vidéo.
Je me demande s'ils y mettront aussi des pigeons et des goélands pour le rendre encore plus authentique. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails, mais l'ensemble est en train d'être documenté et sera présenté dans un film très informatif. Bien que nous n'ayons pas de cabine pour voyager dans le temps, des designers talentueux peuvent nous faire retrouver le passé le plus enfoui. Ils ont simplement besoin d'un concept efficace. Certes, de nos jours, vous pouvez presque tout recréer en 3D, mais l'essentiel ici est l'authenticité. Remettre tout à sa place d'origine. Et c'est bien ce que le projet Pharos souhaite réaliser. Peut-être qu'un jour, toutes les merveilles du monde antique finiront par être recréées de manière similaire, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Le tourisme virtuel peut faire gagner du temps et de l'argent. Bien que rien ne puisse remplacer une expérience réelle, visiter des lieux authentiques recréés en réalité virtuelle pourrait être une très bonne solution pour le tourisme de masse. Les habitants sont déjà enthousiastes. La citadelle de Qaitbay attire déjà des gens, mais désormais, Alexandrie s'apprête à accueillir sa première attraction touristique numérique. Bientôt, quiconque possédant un casque VR pourra se tenir au sommet de cette merveille historique, plisser les yeux en regardant le coucher du soleil et enfin répondre à cette question brûlante. Est-il possible de s'épuiser en montant des escaliers virtuels? Et pourquoi pas aussi personnaliser la bande sonore? Les archéologues viennent de mettre au jour les vestiges d'une cité perdue depuis des millénaires, dissimulée dans le sud-est de l'Europe. Ils étaient convaincus qu'il ne s'agissait que d'un ancien avant-poste défensif, mais de nouvelles fouilles bouleversent radicalement cette interprétation. Ils estiment désormais que ce site pourrait être la cité perdue de Lyncus, capitale de l'ancienne Lyncestide liée à Alexandre le Grand, l'homme qui transforma l'histoire. Les ruines se situent près du petit village de Tchernobouki, en Macédoine du Nord. Des mentions existent dès 1966, mais les recherches sérieuses n'ont débuté qu'il y a une quinzaine d'années. Au départ, seuls quelques vestiges avaient été repérés, et l'on pensait à un simple poste avancé chargé de surveiller les Romains venant de l'Ouest. Mais une équipe de scientifiques y est récemment retournée avec des équipements de pointe et a démontré que ce lieu n'était pas un modeste avant-poste. En explorant le sous-sol, les chercheurs ont établi que l'acropole, colline plane dont le sommet supporte les ruines, possédait assez de salles et d'infrastructures pour abriter une véritable ville à l'intérieur des remparts. Le site couvre environ 28 000 mètres carrés, et près de 10 000 habitants y vivaient à son apogée. Ils ont aussi mis au jour un atelier textile et de nombreux objets, dont une monnaie à l'effigie d'Alexandre le Grand, des haches, des pièces de jeu, une lampe à huile et une petite poterie ornée d'un cœur. L'une des découvertes les plus remarquables est un billet de théâtre en argile réutilisable, caractéristique de la Macédoine du Nord. Cela suggère fortement la présence d'un théâtre, probablement installé dans l'un des grands édifices. Les spécialistes pensaient autrefois que la cité remontait au règne du roi Philippe V. Mais désormais, grâce à la monnaie et surtout aux outils anciens, ainsi qu'aux fragments de poterie mis au jour, ils estiment que des populations pourraient y avoir vécu dès l'âge du bronze, entre 3300 et 1200 avant notre ère. La Lyncestide et l'ensemble de la Haute-Macédoine connaissaient un climat rude, marqué par des hivers froids et pluvieux et des étés brûlants. L'existence y était difficile et se résumait souvent à une lutte pour la survie. Les habitants de la région étaient principalement des pasteurs nomades, contraints de se déplacer au fil des saisons. Ils parcouraient le territoire avec leurs troupeaux de bovins, de chèvres et de moutons, à la recherche des pâturages les plus favorables. À cette époque, la Macédoine occupait une position marginale dans le monde grec. Elle relevait en partie de la culture hellénique, mais les grandes cités-États, comme Athènes et Sparte, ne la reconnaissaient pas pleinement. Cette situation périphérique lui permit cependant de combiner traditions grecques et héritages locaux. Peu à peu, sous des souverains tels que Philippe II et Alexandre le Grand, elle s'imposa et transforma profondément l'ensemble du monde antique. Les nouvelles découvertes réalisées à Tchernobouki révèlent à quel point l'ancienne Macédoine était connectée et influente, d'autant que la cité se trouvait sur les routes commerciales menant à Constantinople. De grandes figures historiques telles qu'Octave et Agrippa ont peut-être traversé la région en route pour affronter Cléopâtre et Marc-Antoine. Le site pourrait également correspondre à la capitale perdue de l'ancien royaume de Lyncestis, ou Lynkos. Certains spécialistes estiment qu'une grande ville de Haute-Macédoine pourrait être le lieu de naissance de la reine Eurydice Prin, mère de Philippe II de Macédoine, qui s'empara de la Lyncestide au IVe siècle avant notre ère.
Le royaume de Macédoine devint alors indépendant. Et c'est dans ce contexte que le fils de Philippe II, Alexandre, accéda plus tard au trône du royaume macédonien. Fidèle à sa renommée, il édifia en seulement 13 ans l'un des plus vastes empires de l'histoire, s'étendant de la Grèce jusqu'à l'Égypte et à l'Inde, avant de mourir à l'âge de 32 ans. Les chercheurs comptent désormais approfondir l'exploration de ce site majeur afin de mieux comprendre les premières civilisations européennes. Cette découverte remarquable a été rendue possible grâce au lidar. Cet outil de télédétection permet de cartographier, sur de vastes territoires, des données telles que la hauteur de la végétation, la densité des forêts et de nombreux autres détails. Le lidar est un système actif, produisant sa propre énergie sous forme de lumière pour analyser le terrain. Un laser émet des impulsions extrêmement rapides, qui atteignent le sol et se réfléchissent sur des éléments comme les constructions ou les branches d'arbres. Le capteur recueille ensuite cette lumière réfléchie et l'enregistre. En mesurant le temps nécessaire au trajet aller-retour de la lumière, il devient possible de calculer la distance parcourue, puis de déterminer avec précision l'altitude de chaque point du relief. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité disparue grâce à cette même technologie. Nommée Giengola, elle était demeurée dissimulée sous l'épaisse jungle mexicaine pendant près de 6 siècles. Durant tout ce temps, les chercheurs pensaient n'y trouver qu'une forteresse abandonnée. L'accès demeura impossible jusqu'à ce que le lidar permette, depuis un avion, d'obtenir en seulement 2 heures un modèle tridimensionnel complet du site. Giengola fut édifiée à l'époque précolombienne, entre 1350 et 1521. Elle s'étendait sur 360 hectares, comptait plus de 1100 édifices, près de 4 km de murailles défensives et un vaste réseau de voies intérieures. La cité présentait un plan urbain soigneusement organisé, avec temples, terrains de jeux de balles et quartiers distincts pour les élites et pour le peuple. Elle constituait un centre majeur pour les apothèques, installés dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y vivaient dans des maisons disposées autour de larges patios centraux, entourés de pièces, qu'elles agrandissaient au fil du temps et des naissances. Enserrés par les montagnes, les habitants exploitaient chaque parcelle constructible des pentes, et utilisaient même le drainage naturel pour s'approvisionner en eau. Leur savoir-faire apparaît remarquable, nombre de constructions étant encore debout aujourd'hui. Mais au début du XVIe siècle, le manque d'eau potable et de terres agricoles les contraignit à se déplacer vers Tehuantepec. Les archéologues entendent désormais approfondir l'étude de l'organisation zapotèque, de leur système politique et de leur premier contact avec les Espagnols, en analysant l'ensemble des 1170 bâtiments révélés par le lidar, un travail qui nécessitera plusieurs années. Une autre découverte récente, issue de la même technologie novatrice, concerne une immense cité antique longtemps dissimulée sous l'épaisse canopée de la forêt amazonienne. Un vaste réseau de maisons, de places, de routes et de canaux reposait à l'ombre d'un imposant volcan. Beaucoup de chercheurs pensaient jusqu'alors que les anciens peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes et défrichaient quelques clairières pour subsister. Or cette ville, fondée il y a 2500 ans et occupée durant près d'un millénaire, a infirmé cette vision et profondément modifié les certitudes. Les scientifiques estiment désormais que des dizaines, voire des centaines de milliers d'individus vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Les relevés ont révélé 6000 plateformes rectangulaires d'environ 20 mètres sur 10 et hautes de 2 à 3 mètres, groupées autour de places centrales, reliées par des routes parfaitement rectilignes et des axes se croisant à angle droit. L'une de ces voies atteignait 26 km. L'aménagement de tracés aussi réguliers exigeait un effort considérable, et certaines routes pourraient avoir revêtu une signification spirituelle ou cérémonielle. La prospérité de cette civilisation reposait sur les sols fertiles du volcan voisin, qui pourrait aussi avoir contribué à son déclin. Des fossés défensifs signalent en outre des menaces extérieures, peut-être des tentatives d'intrusion. Les chercheurs s'apprêtent maintenant à étudier les 300 km² adjacents, afin de mieux comprendre cette société étendue et complexe, susceptible d'avoir dépassé en ampleur les célèbres civilisations mayas du Mexique et d'Amérique centrale. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un monument célèbre en ne ressentant que de l'ennui?
Par exemple, la fois où vous avez grimpé jusqu'au sommet de la tour Eiffel, eh bien sachez qu'à quelques rues se dresse un autre monument, et que celui-ci vous aurait époustouflé. Caché en plein jour sur la place de la Concorde, un obélisque égyptien vieux de 3300 ans cache certains des plus juteux secrets du pharaon Ramsès II. C'est exact, des messages gravés dans la pierre, et tout ça littéralement sous votre nez depuis toujours, sans que vous n'en sachiez rien. Non, ceci n'est pas un épisode de la série Trésor perdu. Nous sommes dans la réalité, et il a fallu un Indiana Jones de chair et d'os pour déchiffrer ce code secret. Alors, plantons le décor. Vous avez probablement déjà vu ce bloc de pierre, n'est-ce pas? Atteignant les 23 mètres de hauteur, ce pilier massif en granit vient de Luxor, en Égypte, et se dresse au cœur de la capitale française depuis 1836. Il est couvert de hiéroglyphes, et pendant des années, tout le monde a cru que nous les avions déjà déchiffrés, que le mystère était entièrement résolu. Voici Jean-Guillaume Hollette-Pelletier, un égyptologue français et expert en cryptologie qui murmure à l'oreille des monuments à ses heures perdues. En gros, si Indiana Jones troquait son fouet contre des lunettes de lecture et des jumelles, vous obtiendriez ce gaz-là. Il a un passe-temps assez inhabituel. De temps en temps, il se rend au pied de l'obélisque et lit les hiéroglyphes, pour le plaisir. Oui, il peut les lire couramment. Et vous, quel est votre passe-temps favori? Jusqu'en 2021, les experts croyaient que les inscriptions sur l'obélisque étaient dédiées au dieu Ammon, ou Ammon-Ré pour les intimes, et Horus, vous savez, le dieu du ciel à tête de faucon, avec des parents ultra célèbres, Osiris et Isis. Mais pendant l'une de ces petites séances de lecture, Hollette-Pelletier a remarqué quelque chose d'étrange. Certains des hiéroglyphes ne faisaient pas que chanter les louanges des dieux. Ils donnaient des indications, littéralement, vers l'entrée du temple de Luxor. Mais attendez, c'est encore plus intéressant avec un peu de contexte. Les obélisques d'Égypte n'étaient pas des éléments de décoration destinés à orner des jardins. Ils étaient généralement placés à l'entrée des grands temples, comme celui de Luxor. C'est là que celui dont nous parlons se trouvait à l'origine. Il symbolisait le dieu soleil, Ra, et était destiné à représenter un rayon de soleil figé dans la pierre. En gros, c'étaient des points d'exclamation géants et sacrés qui témoignaient de la connexion divine et du pouvoir du pharaon. Ramsès II en avait fait ériger 2 à l'entrée de Luxor pour honorer les dieux, et, bien sûr, pour se faire un peu mousser. Celui-ci fut expédié en France dans les années 1830 comme cadeau du gouverneur d'Égypte, Méhémet Ali, rien à voir avec le boxeur, et il attendait depuis tout ce temps que quelqu'un s'intéresse à lui d'un peu plus près. Déplacer l'obélisque à Paris ne fut pas une mince affaire. Il pesait plus de 220 tonnes et dut être transporté sur un navire spécialement construit, appelé le Luxor. Quelle originalité! Le coût total du transport équivaut aujourd'hui à 19 millions de dollars. Fait intéressant, un obélisque identique se dresse encore à Luxor, ce qui permet aux chercheurs de comparer les 2 structures lors de leurs études. C'est intentionnellement qu'on avait construit 2 obélisques. Ils devaient guider l'œil et l'esprit vers des espaces sacrés. Heureusement pour nous, Jean-Guillaume a fait le bon choix en se penchant sur ce monument. L'obélisque était en cours de restauration pour les Jeux Olympiques. L'échafaudage était monté, lui offrant un accès rare jusqu'au sommet. Armé de jumelles et d'une échelle, il s'est retrouvé face à des parties du pilier que la plupart d'entre nous ne peuvent apercevoir qu'en plissant les yeux depuis la rue, tout en bas. Et c'est à ce moment qu'il a découvert quelque chose d'incroyable. Il s'avère que les anciens Égyptiens ne s'amusaient pas à graver des symboles au hasard dans la pierre. Ils avaient quelque chose de bien plus intéressant en tête, des crypto-hiéroglyphes. Il s'agissait d'une forme d'écriture spéciale, un code utilisé exclusivement pour les messages les plus sacrés. En gros, des émojis antiques réservés aux VIP. Tandis que les prêtres normaux pouvaient lire les hiéroglyphes normaux, les crypto-hiéroglyphes étaient réservés au cercle intime du pharaon. Aujourd'hui, seules 6 personnes sur Terre peuvent les lire couramment. Et devinez quoi? Notre ami Jean-Guillaume est l'une d'entre elles. Maintenant, les choses deviennent encore plus fascinantes. Normalement, les hiéroglyphes écrits sur des monuments se lisent de haut en bas et de droite à gauche. Assez simple. Mais Jean-Guillaume a un jour décidé de changer de méthode et de les lire horizontalement au lieu de verticalement. Il a alors commencé à repérer des motifs étranges, des phrases et des symboles qui étaient restés cachés à la vue de tous pendant près de 200 ans.
Certains de ces messages étaient si habilement cachés qu'on ne pouvait les comprendre qu'en tournant autour de l'obélisque d'une manière très précise. Il appelle cela la cryptographie en 3D. Et oui, cet obélisque est comme un immense Rubik's Cube. Selon l'angle sous lequel vous le lisez, le message changera du tout au tout. Oui, l'Égypte ancienne a en quelque sorte inventé l'effet lenticulaire, bien avant que les cartes Pokémon ne le rendent populaire. Bien, alors, que dit le message? Heureux vous demandiez, ce ne sont pas simplement des notes concernant le passé. Ce sont des trésors politiques. Une inscription loue Ramsès II en tant que figure divine que personne ne pouvait détrôner. Une autre indique que le roi a fait des offrandes au dieu Amon, et pas parce qu'il était sympa, c'était une manœuvre politique importante. À l'époque, religion et pouvoir étaient totalement imbriqués. Du coup, exhiber sa connexion divine revenait à lancer une campagne de relations publiques. Sauf qu'au lieu de tweets, ils utilisaient des monuments de pierre de 200 tonnes. Ramsès II n'était pas un souverain ordinaire, soit dit en passant. Il a régné pendant plus de 60 ans et sa carrière a été aussi réussie que celle de Beyoncé. Il a gagné des batailles, ou du moins l'a prétendu, construit des villes, des temples et des statues de lui-même partout en Égypte, et il s'est déclaré Dieu vivant. Lorsqu'il a commandé ces obélisques, ce n'était pas simplement pour avoir des monuments, c'était pour communiquer sa propagande aux prêtres, aux nobles et aux dignitaires de l'époque. En fait, Ramsès II était si habile dans l'art de l'autopromotion qu'il se pourrait bien qu'il soit l'inventeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le rebranding. Il a revendiqué la victoire de la bataille de Kadesh, même si elle s'est terminée par une impasse, et a ensuite fait graver son triomphe sur les murs et les monuments de l'Égypte entière. L'obélisque de Luxor était une autre façon pour lui de renforcer ses pouvoirs divins chaque fois que quelqu'un passait et lisait son texte. Et voici la cerise sur le gâteau. Certaines de ces inscriptions furent placées de manière à être vues par les nobles qui arrivaient en bateau pour des festivités. C'est probablement la raison pour laquelle elles ne peuvent être lues que sous un certain angle. Du bas de l'obélisque, vous ne pouvez rien voir de significatif. Mais à un angle de 45 eaux, depuis les eaux agitées du Nil, vous voilà captivé. Imaginez-vous débarquant pour une célébration religieuse et apercevant ce texte immense gravé dans la pierre. Et vous, Ramsès a été choisi par les dieux, ne l'oubliez pas. Subtil? Pas vraiment. Efficace? Sans aucun doute. Certaines inscriptions sont même à double sens. Une ligne énonce par exemple le titre royal complet de Ramsès II, mais lue différemment, elle dit qu'il a la vie éternelle. C'est du branding de haut niveau. On l'entend presque dire « Regardez-moi, je suis toujours tendance après plus de 3000 ans ». Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que ce monument nous avait révélé tous ses secrets. Mais grâce à des passionnés et à leur patient travail, ainsi qu'à de nouveaux instruments, nous savons maintenant qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Les recherches complètes d'Olette Pelletier n'ont pas encore été officiellement publiées, mais ce qu'il a découvert bouleverse déjà ce que nous pensions savoir sur les monuments de l'Égypte ancienne. Bien sûr, tout le monde n'est pas encore convaincu. Certains érudits sont sceptiques, notamment quant à l'idée selon laquelle les nobles en bateau pouvaient réellement distinguer ces messages. Faire de la publicité dans l'Antiquité n'était pas simple. Même si votre panneau publicitaire mesurait 23 mètres de haut, il vous fallait quand même le bon angle et le bon public. Alors, la prochaine fois que vous serez à Paris en train de contempler l'obélisque tout en sirotant votre café au lait hors de prix, souvenez-vous, vous ne regardez pas simplement un presse-papier luxueux du 19e siècle. Vous vous trouvez devant une véritable campagne de relations publiques, un puzzle en 3D et une démonstration de force vieille de 3300 ans de Ramsès II lui-même. Et soyons réalistes. Si cet obélisque a pu nous cacher ses messages pendant aussi longtemps, qui peut dire qu'il nous a tout révélé? Alors prenez votre loupe, canalisez l'égyptologue qui sommeille en vous, et rappelez-vous, le véritable trésor, ce n'est ni l'or ni les bijoux, c'est l'histoire gravée dans la pierre. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture.
Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles, représentant des divinités de l'autre monde.
L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore ? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire ? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre,
Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de et vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Petra, s'appelle la Kasneh, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Petra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde.
Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes sur il a son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir, mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant, les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles. Une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Shak, le premier roi connu de Caracol. On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Tchak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Shahak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau. Et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens Mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison,
il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les Mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Shak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne sait pas bien nettoyer les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain étaient souvent représentées sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Chahak la première jamais découverte à Karakol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Karakol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Karakol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Karakol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekab Chahak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Karakol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille, trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Karakol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tekab Chahak, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée
c'est qu'une fois refermée, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Caracol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Tchak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient comment enterrer un roi. Caracol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant, et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment, on continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord ? Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléothériers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue, comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres, une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres ? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique.
Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guerre sociable. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs, comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes. Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes, suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient néanmoins besoin d'un ventre énorme, juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs, un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques.
Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique.